Bonjour jeunes gens. La vidéo d'aujourd'hui est la rediffusion de l'émission tournée en direct à Toulouse lors du TubeCon en partenariat avec le CNES. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la voix langoureuse de Vincent. Alors, on nous dit qu'on est en live. Bonjour à tous, que vous soyez à Toulouse, que vous soyez au TubeCon, donc, ou que vous soyez ailleurs en France ou dans le monde, grâce à la mondovision de l'Internet. Bienvenue sur cette table ronde, cette rencontre entre les influenceurs, non, on va dire les vidéastes, hein, c'est mieux, et les experts du CNES. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très à la mode cette année avec les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Et bien sûr, on va parler de notre satellite naturel, la Lune. Donc, on a tout un panel d'experts, que ce soit du CNES ou du monde de YouTube et du blog, qu'on va vous présenter au fur et à mesure de la petite heure qu'on va passer ensemble. Et je suis accompagné pour la présentation de Arnaud de la chaîne AstronoGeek. Bonjour tout le monde. Et moi-même, je suis Vincent de la chaîne Stardust, la chaîne Air et Espace. Je ne sais même pas parler de ma propre chaîne, c'est incroyable. Mais bon, c'est bon, on va chauffer, on va y aller tranquille. Donc, pour entrer un peu en matière, on vous a préparé quelques petits éditos. Hein, vous savez, c'est un peu comme à la radio. On vous fait un petit texte de présentation sur de quoi on va parler durant cette heure. Alors, à la base, l'histoire de la Lune, c'est une histoire d'exploration lunaire, mais aussi habitée. Et pour ce qui est de l'exploration lunaire, on a commencé, bien sûr, avec les sondes. En fait, ce sont les soviétiques qui ouvrent le bal avec Luna 1. C'est la première sonde à survoler la Lune en 1959. Et ensuite, il y a eu Luna 2, le premier objet humain à s'y écraser. Mais c'est avec Luna 3 que l'étude sérieuse de notre satellite démarre. C'est la première sonde à photographier la face cachée de la Lune. Les Américains, à côté de ça, ils n'avaient pas l'intention de se laisser devancer dans cette nouvelle course. Et de 62 à 65, les sondes Ranger, elles prennent et envoient des photos au fur et à mesure de l'approche lunaire jusqu'à ce qu'elles s'écrasent. C'était voulu. Et puis, bien sûr, les Soviétiques, eux, continuent leur exploration de la Lune et s'y posent en douceur pour la première fois avec Luna 9. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard avec les experts. Dans un second temps, les Américains continuent avec le programme Lunar Orbiter, qui est chargé de cartographier la Lune en vue de sélectionner des lieux propices à l'atterrissage d'humains. Enfin, les sondes Surveyor sont chargées de se poser et analyser la composition de la surface pour savoir sur quel type de sol les modules lunaires vont se poser. Vaut mieux le savoir, hein. De leur côté, les Soviétiques posent avec succès des rovers automatiques et des sondes qui ramènent quelques centaines de grammes de sol lunaire. Et la Lune est ensuite délaissée complètement au profit des sondes interplanétaires. On se met à explorer Mars, à explorer Vénus, à se rendre vers Jupiter, Saturne, etc. Et c'est au milieu des années 90, début 2000, que son exploration robotique est relancée, à la fois du côté américain, mais aussi avec de nouveaux acteurs du spatial, comme la Chine et le Japon. La sonde Lunar Reconnaissance Orbiter prend des photos de très haute résolution, et Lunar Prospector permet la découverte d'eau sous forme de glace au pôle de la Lune. Ça aussi, on va en reparler, c'est très important. Désormais, c'est également l'Inde qui se lance dans la course à la Lune, vous l'avez peut-être vu cette nuit, tandis que les Chinois, ils démarrent l'exploration de la face cachée de la Lune, qui n'avait été jusque-là pas explorée, et donc depuis le début de l'année, on a un rover chinois qui l'explore, on en reparlera aussi. On ne sait pas encore tout de notre compagnon de voyage dans l'univers, ni sur... On a encore besoin d'explorer de façon robotique et humaine, mais ça, ce ne sont que les débuts. Donc voilà un petit peu un résumé rapidement de cette exploration robotique de la Lune. Mais même si la Lune, ça semble toujours proche, toujours très proche de nous, eh ben c'est quand même difficile de s'y rendre. Alors, pour expliquer ça, on a un expert qui n'est pas là avec nous, mais qui a fait une petite vidéo, il s'appelle Francis Rocard. Et il va nous expliquer dans un instant que c'est très difficile de se rendre sur la Lune. Côté États-Unis, il y a une volonté à très long terme d'envoyer un homme sur Mars.
Et l'entreprise est tellement ambitieuse et difficile qu'il va falloir procéder par étapes. Et la NASA a fait un choix stratégique majeur il y a 2 ans, qui est d'aller faire la Lunar Orbital Platform Gateway, c'est-à-dire une station spatiale en orbite lunaire. Elle a pour objectif de préparer les véhicules de transport lointains. Tout ça, c'est de l'apprentissage et du savoir-faire qui seront utilisés plus tard pour l'homme sur Mars. Après, vous avez le contexte chinois, qui est une nation émergente. Aujourd'hui, ils ont un programme extrêmement ambitieux, ils se sont posés sur la face cachée. La Lune est, comme ça l'était à l'époque des années 70-80, le banc de test naturel pour apprendre. Et d'ailleurs, la France a une coopération sur Chang'e 6, la mission de retour d'échantillons lunaires. Alors vous l'avez entendu, une coopération française qui se met en place, on aura l'occasion d'en reparler avec les experts du CNES, de ces projets sur lesquels la France travaille avec le concours d'autres nations. Alors ça n'a pas toujours été comme ça, bien sûr, vous vous souvenez que le programme Apollo c'était surtout une course à l'espace entre les soviétiques et les américains, pour ce qui concerne aussi le vol habité et bien sûr les missions Apollo. Les vols habités vers la Lune, eux, ils ont commencé en décembre 68. On parle des 50 ans du premier homme sur la Lune en juillet 69, mais vraiment, on a commencé à tourner autour de la Lune en décembre 68, et c'était avec l'équipage d'Apollo 8 qui s'est mis en orbite autour de notre satellite, donc il y a 50 ans et presque 51 ans maintenant. Avec Apollo 9 et Apollo 10, ils ont permis de valider techniquement toutes les procédures qui seront nécessaires à un atterrissage en toute sécurité. C'était des répétitions. Et puis le 20 juillet 69, tout le monde s'en souvient, en tout cas ceux qui étaient nés à l'époque, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posent sur la Lune pour la première fois. Alors après une sortie très très rapide des 2 hommes, ils repartent de la Lune avec seulement quelques kilos de roches, sans avoir vraiment pris le temps de les analyser et de savoir ce qu'ils avaient récupéré. En réalité, l'exploration habitée de la Lune ne faisait à ce moment-là que démarrer. Apollo 11 servait uniquement à démontrer que l'on pouvait se poser sur la Lune et en revenir. En réalité, Armstrong et Aldrin se posent donc comme ils ont pu, ils se sont posés comme ils ont pu avec peu de précision et peu de carburant. Apollo 12, quelques mois plus tard, a comme mission de se poser précisément sur la surface lunaire, à quelques centaines de mètres seulement de la sonde américaine Surveyor 3. C'était absolument un exploit. Dès la deuxième mission, donc, les Américains prouvent qu'ils peuvent se poser avec une grande précision à la surface. Alors après le semi-échec d'Apollo 13 et les coupes budgétaires à la NASA, le peu de missions restantes doivent mettre à profit la science et les astronautes et vont devoir explorer un maximum de la Lune tant qu'ils y sont. Parce que vraiment, on était vraiment dans un contexte où il y avait très peu de missions, très peu de temps sur la Lune. Il fallait vraiment se servir de ce temps pour récolter un maximum de roches, des roches intéressantes pour les scientifiques. Apollo 14 est la dernière mission où les astronautes sont totalement à pied et parcourent seulement quelques kilomètres autour du module lunaire. Apollo 15, où les astronautes ont suivi des cours intensifs de géologie et qui disposent d'un rover, récolte des roches parmi les plus intéressantes du programme et explore un terrain très vallonné. Apollo 16, dans la continuité, continue d'éblouir par la distance parcourue et la variété des reliefs. Enfin, Apollo 17, dernière mission du programme, à la base, ça ne devait pas être la dernière. À la base, il devait y avoir 20 missions Apollo. Mais le budget revu à la baisse de la NASA annule les 3 dernières missions. La communauté scientifique fait alors pression sur la NASA pour qu'un scientifique, et non un astronaute, qui est juste pilote d'essai, qui ne connaît pas la science, fasse partie du voyage. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait personne de plus qualifié pour repérer une roche intéressante qu'un géologue. C'est alors que durant Apollo 17, Jack Schmitt, géologue devenu astronaute, qui, aux côtés de Gene Cernan, laissera les dernières traces de pas de l'homme sur la Lune. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. On attend la suite des programmes. On va en parler après du petit futur habité vers la Lune. Depuis la fin du programme Apollo, d'autres programmes ont été initiés par la NASA notamment, mais aussi l'Agence spatiale européenne, mais qui pour le moment ne sont pas encore concrétisés. On aura l'occasion d'en parler. Le problème du retour sur la Lune, en fait, c'est avant tout les mandats politiques, particulièrement aux États-Unis, où la volonté d'y retourner, elle n'est pas unanime politiquement. On peut citer comme exemple le projet Constellation, initié par George W. Bush en 2004, qui fut annulé par Barack Obama, juste 1 an après son arrivée au pouvoir, mettant un arrêt complet à tous les développements du programme, et
qui avait pourtant bien avancé. On va aussi en reparler. Aujourd'hui, Donald Trump semble démontrer un regain d'intérêt pour la Lune, qui est notamment motivé par les ambitions de la Chine. Mais dans tous les cas, le financement d'un tel programme ne peut se faire aujourd'hui qu'avec une collaboration internationale. Dans le cas pour les États-Unis, du Canada, du Japon, des Européens et même des Russes. C'est un peu comme la Station spatiale internationale, en fait, c'est exactement pareil. Et c'est de cela qu'il est question pour le programme Artemis de la NASA, le nouveau programme qui est proposé par le président Trump. Au final, les missions Apollo n'ont exploré que quelques dizaines de kilomètres de la surface lunaire et uniquement la surface visible, la face visible que l'on voit depuis la Terre. Beaucoup de régions, intéressantes du point de vue géologique, n'ont pas encore été explorées et n'attendent que nous pour révéler leurs secrets. Grâce au programme Apollo, on en sait désormais bien plus sur l'origine de notre voisine spatiale, sa formation, ses activités et ses trésors cachés. Elle est devenue le paradis des géologues de terrain et n'attendent plus qu'un vaisseau pour y retourner. La seule question qui reste, c'est est-ce que ces vaisseaux seront américains, chinois, russes, publics ou privés ? Et on peut même dire, est-ce qu'il n'y aura que des vaisseaux ou est-ce qu'on a l'intention de s'établir sur la Lune? C'est le projet Moon Village dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons Alice de la chaîne Alice au Pays des Étoiles. Elle est youtubeuse comme nous deux. Et nous avons aussi nos spécialistes du CNES. Nous avons d'abord Michel Viseau. Rejoins-nous Michel. Michel qui est notre expert en exobiologie et les programmes en exobiologie. Et nous avons aussi avec nous Jean Blouvac qui lui est responsable des explorations et vols habités pour le CNES. Bonjour, oui ça fonctionne. On m'entend? Super. Le village lunaire, ou Moon Village, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne qui est né en 2015. L'idée, c'est vraiment d'établir une base permanente habitée au pôle sud de la Lune. L'idée, c'est vraiment d'habiter tout le temps là-bas. C'est avec des personnes exerçant différents métiers, pas seulement des scientifiques. Pour reprendre les mots de Benoît Reeves, un village, c'est un lieu où des gens se côtoient, avec chacun des intérêts, des opportunités, des idées différentes, réunis dans une communauté avec un lieu unique. Donc on est très loin des quelques jours passés sur la Lune avec les missions Apollo. Le problème, c'est que la Lune, c'est un environnement hostile. Il n'y a pas d'oxygène sur place. On est exposé au rayonnement solaire et au rayonnement cosmique. Il y a des pluies de micrométéorites, des températures extrêmes. Bref, on ne peut pas y vivre comme sur Terre. Donc j'ai avec moi Jean Blouvac et Michel Viseau. Donc dites-nous concrètement, comment est-ce qu'on fait pour construire un village sur la Lune ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit on peut s'amuser à creuser dans les roches pour se mettre à l'abri, dans les falaises, dans les cratères. Et puis il y a une autre hypothèse qui consiste à utiliser les matériaux locaux, ce que l'on appelle le régolithe, cette espèce de sable, cette poussière extrêmement abrasive, mais qui pourrait être compactée et construire une protection. Mais pour habiter dans un village lunaire, ou pour construire une villa lunaire, eh bien, il faut qu'elle soit étanche. Et donc l'idée, ce serait de construire des sortes de dômes gonflables que l'on recouvrirait de régolithe pour se protéger des radiations nocives du soleil. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Oui, bonjour. La première question, c'est quand même de savoir où est-ce qu'on va mettre ce village lunaire, parce qu'on ne va quand même pas en faire au départ une multitude. Donc il va falloir choisir un site et un emplacement. Et en effet, comme disait Michel, on peut hésiter entre se mettre sous la surface, globalement, et on a déjà repéré ce qu'on appelle des lavatubes, donc des zones un petit peu souterraines, déjà creusées par des anciennes activités volcaniques, qui permettraient des protections, où on se demande en effet si on veut rester plutôt en surface, près du pôle sud, parce qu'on pense que ce sera intéressant dans cette zone plus particulière. Donc voilà un petit peu ce que sont les réflexions. On est encore très conceptuel. C'est quelque chose qu'on prévoit pour, disons, au-delà de 2030 et probablement d'une façon, qui nécessite d'abord de franchir tout un tas d'étapes de prospection, de détection, de connaissances. Donc on l'a dit, tout ça, c'est encore qu'un stage de projet, mais pour faire quelque chose comme ça, il faut des acteurs divers et multiples. Il n'y a pas seulement les agences spatiales qui s'y mettent, il n'y a pas seulement les États, il y a aussi des investisseurs privés. Par exemple, j'ai entendu dire qu'il y a Toyota qui avait proposé un rover lunaire à hydrogène. Comment est-ce que ça s'articule tout ça, tous ces acteurs ? En effet, ça fait partie du challenge un peu qui est devant nous, qui n'est pas le challenge habituel uniquement
de travailler par les agences spatiales pour développer plutôt des missions scientifiques ou des missions de connaissances. Mais dans ce cas-là, on veut une occupation permanente qui peut être associée à de l'activité économique. Donc on va vouloir associer de nouveaux acteurs importants. Donc là, vous citez des acteurs japonais, mais également en Europe, des acteurs comme Audi, des acteurs comme les gens du génie civil, des sociétés minières, sont tout un tas d'acteurs qui peuvent être très intéressés par ces activités futures et que l'on va chercher à faire venir et investir dans ces domaines-là. Quelque chose à ajouter? Simplement, très rapidement, il faut surtout que tout le monde se mette d'accord sur l'endroit. L'idée du village, c'est de rassembler différents pays, différents acteurs, non seulement privés, mais aussi publics, et de se servir de ce village comme point de départ de l'exploration ou éventuellement de l'utilisation d'un certain nombre de ressources. Et on est dans la phase de prospection, il va falloir déterminer l'endroit précis où ça sera, et là, l'Europe pourra apporter des pierres, alors pas des pierres concrètes, mais des pierres intellectuelles et des pierres de matériel pour construire ce village et accueillir le monde entier. Merci beaucoup Alice, Alice de la chaîne Alice au pays des étoiles, et Michel Viseau et Jean Blouvac, experts du CNES. Donc Michel Viseau qui est responsable des programmes en exobiologie au CNES, et Jean Blouvac qui est responsable exploration et vol habité, pareil, au CNES, l'Agence spatiale française. Je vais maintenant céder la parole à Hugo et Maxime Lisoire de la chaîne Hugo Lisoire, qui nous font l'honneur d'être là, puisque c'est assez rare de vous voir. Bonjour, c'est vrai. Alors vous allez nous parler du programme Artemis de la NASA, le fameux programme lancé par Donald Trump, qui a l'air de reprendre un peu le projet Constellation. Effectivement, en 2017, Donald Trump lance un défi à la NASA. Défi simple dans les mots, mais extrêmement compliqué à réaliser. Ramener des hommes et des femmes sur la Lune en 2024. Alors, quand on parle de vol habité 2024, c'est un délai extrêmement court. D'autant qu'à la base, à la NASA, on s'était plutôt fixé 2028 et ça a été ramené à 2024. Contrairement à Apollo, cette fois-ci, on veut aller sur la Lune et y rester de façon durable pour y faire de la science. Donc c'est d'autant plus compliqué. Alors, concrètement, comment va faire la NASA pour tenter d'accomplir cet objectif ? Elle va s'appuyer déjà sur deux éléments, donc le SLS, le lanceur lourd, Space Launch System, et la capsule habitée Orion. Ces deux éléments qui sont en développement depuis déjà des années, qui sont maintenant en phase de test, qui arrivent en phase de test, mais qui ne seront pas suffisants pour accomplir l'objectif d'Artemis. Pourquoi, Max ? Alors en effet, le SLS et Orion, c'est bien, ça permet d'aller jusqu'à l'orbite lunaire, mais ça ne permet pas d'aller jusqu'à la surface. Donc pour arriver à faire ça, la NASA a besoin de deux autres éléments. Une station en orbite lunaire, donc c'est la LOPG qu'on a brièvement évoquée dans la vidéo que vous avez vue, et un autre petit vaisseau qui va faire le trajet de l'orbite lunaire jusqu'à la surface, et puis idéalement de la surface jusqu'à l'orbite. Alors, à la différence d'Apollo, cette fois-ci, la NASA elle veut s'entourer de nombreux partenaires, notamment internationaux. L'Europe, en particulier, travaille déjà à développer le module de service du vaisseau Orion. Donc un module de service, c'est l'endroit où on va mettre un peu toutes les fonctions support d'un vaisseau, donc l'électricité, l'eau, le gaz. Et donc voilà, ce module de service, il est issu du cargo ATV qui était développé par l'Europe pour desservir l'ISS entre 2008 et 2015. Donc c'est quand même, c'est un gros morceau, hein, ça pèse 13 tonnes à pleine charge. Et ça va voler, ça va être la contribution européenne pour ramener l'homme vers la Lune, potentiellement dès 2024, ou peut-être on verra un peu plus tard. L'autre partie de ces partenariats, c'est que la NASA va aussi s'associer à des entreprises privées. Notamment, par exemple, la LOPG, cette station en orbite lunaire, on sait que le premier module, la construction de ce premier module a été confiée à l'entreprise Maxar, qui a déjà commencé à travailler dessus depuis maintenant quelques mois. Et d'autres acteurs pourraient éventuellement se joindre au projet. Ouais, on peut tout à fait imaginer du coup que le Canada va proposer quelque chose pour la LOPG. Les Russes aussi ont montré un intérêt pour le programme Artemis. Alors, la NASA va devoir du coup tisser de nombreux partenariats, mais actuellement on a deux missions de prévues. On a Artemis 1 et Artemis 2, forcément. Artemis 1, on va tester le vaisseau Orion en conditions réelles.
6 jours autour de la Lune sans équipage. Et Artemis 2, en 2022-2023, si ça se passe bien, on met un équipage à l'intérieur et on refait la même chose. Et en 2024, si tout se passe extrêmement bien, ce qui est hautement improbable, en 2024, on pourrait avoir le retour de l'homme sur la Lune. Voilà. C'est un peu le Après, rêve, comme quoi. tu le dis, ça c'est le scénario où tout se passe bien. Dans le spatial, c'est pas souvent que tout se passe bien. Donc il faudra pas trop s'étonner si la date glisse un peu, voire beaucoup. L'aventure n'en reste pas moins passionnante. Merci beaucoup, les frères Lisoire. J'ajouterais d'ailleurs que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les problèmes politiques font aussi que le programme peut glisser ou même être complètement annulé suivant quel est le président qui suit M. Trump et la longueur de son mandat également. Et puis aussi les budgets, parce que le budget militaire aussi peut prendre le pas. Alors maintenant, j'accueille ma grande amie Isabelle du blog et de la chaîne YouTube Rêve d'Espace. Elle est accompagnée de Jean Blouvac. Jean Blouvac qui est donc, comme on le disait tout à l'heure, responsable exploration et vol habité au CNES. Alors, vous n'allez pas nous parler d'Artemis, vous n'allez parler même pas des projets américains, en fait, vous allez nous parler des projets chinois. Oui, donc on va commencer avec une petite vidéo qui va vous expliquer que les Chinois, c'est pas depuis hier qu'ils sont, ou depuis le début de l'année dans l'espace. Ça fait déjà un certain paquet d'années. Donc, on va attendre la vidéo. En fait, c'est une vidéo, j'ai fait un petit montage d'une vidéo un peu propagande de l'Institut des vols habités chinois. Je vous ai fait un raccourci, mais ça résume vraiment le chinois, enfin les vols habités chinois passés et présents. Et futurs. Futurs. On l'espère. Voilà. Donc en fait, voilà cette vidéo. Donc évidemment, c'est une propagande. En fait, ça nous annonce par exemple que le premier chinois dans l'espace, c'était en 2003. Donc ça fait quand même 16 ans. Ensuite, s'est succédé un certain nombre de premières. Ils ont fait une première sortie dans l'espace. Ils ont lancé le premier module spatial. Leur premier module spatial, c'est tout petit, hein, c'est 15 mètres cubes de volume habitable. Donc depuis, ils ont lancé plusieurs vaisseaux, plusieurs équipages. Et ensuite, ils ont fait les expériences. Et en 2012, en fait, il y a eu la première femme, la première chinoise aussi à bord. Elle a fait notamment des expériences scientifiques pour des collégiens, pour des lycéens. Ensuite, ils ont lancé Tiangong 2 en 2016, donc le deuxième module. Alors, les deux modules à l'heure actuelle, Tiangong 1 et Tiangong 2, ont été tous les deux désorbités. Tiangong 2, ça a permis en fait de vérifier un certain nombre de technologies nécessaires aussi pour les vols habités vers la Chine, vers la Lune, notamment le réapprovisionnement en orbite. Et maintenant, en fait, la Chine prépare la suite de Tiangong 1 et 2, une troisième station spatiale beaucoup plus grande. Donc ça sera à peu près 1/6 de la station spatiale internationale. Ils ont dévoilé dernièrement les images. Et ils ont aussi dévoilé en fait un nouveau vaisseau qui ressemble plus à une capsule Apollo et à une capsule Orion. Donc là, c'est vraiment, tout est prêt. Ils nous annoncent que tout est prêt pour aller faire cette fameuse station spatiale chinoise. Et on espère qu'il sera un peu plus international. Voilà. Dans ce film, pour finir, ils annoncent clairement leur objectif. Alors, on voit que la station est beaucoup plus grande que 2 modules, elle est orientable, modulable. On ajoute des modules supplémentaires, on réconfigure. Donc en tout, il y a eu jusqu'à présent 11 Chinois dans l'espace, dont 2 femmes. Et là, donc voilà, clairement, la Chine a annoncé on veut aller sur la Lune. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Bon, après, c'est des images de science-fiction, ils veulent aller plus loin. On verra, ça c'est pas pour demain. Alors justement, Jean, la station spatiale chinoise, c'est pour quand, la grande station spatiale chinoise? Eh bien, nos collègues chinois vont tester en fin d'année leur lanceur lourd qui va leur permettre de transporter le premier module. Ce lanceur a eu un petit échec il y a quelques années, donc ils sont dans une phase de recommencer. Mais si tout se passe bien, ils vont, à partir de l'année prochaine, commencer à lancer le premier module, puis ensuite apporter ce qu'on voyait sur le film, les modules latéraux, qui sont des modules scientifiques dans lesquels des expériences pourront être faites. Un peu comme l'ont fait en effet sur la Station spatiale internationale.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, globalement, a déjà commencé des coopérations avec la Chine, a travaillé sur le premier module, sur la première petite station que l'on a vue tout à l'heure dans le film, avec une petite expérience qui s'appelle Cardiospace, et c'était la première version de cette expérience. Et nous avons en projet de développer un deuxième modèle de cette expérience, qui sont des expériences sur des appareils médicaux sur l'homme, qui devraient voler dans le module principal de la station spatiale chinoise, CSS, que l'on appelle maintenant, et qui devra être complète, comme je disais, vers 2022. Alors justement, j'ai commencé à aborder le sujet, on dit que c'est une station chinoise, mais peut-être qu'il y aura des Européens à bord. On en est où de ce projet, ou du moins, est-ce qu'il y aura un jour d'autres nationalités que des Chinois? Oui, les équipes chinoises veulent s'ouvrir à la coopération et donc font beaucoup de déclarations et de propositions dans ce sens. Dans ce cadre-là, les agences spatiales regardent les possibilités de faire des accords avec les équipes chinoises. Dans les discussions de ces accords, 3 astronautes européens ont commencé à apprendre le chinois, à participer à quelques stages en Chine pour communiquer, ne serait-ce que quand même la langue est déjà un petit peu particulière et nécessite de bien connaître quand même ces possibilités de communiquer. Après, est-ce que cela se réalisera? Ce sont les étapes futures, on y croit. On ne sait jamais, oui, effectivement. Il y a Thomas Pesquet qui a appris le chinois, par exemple, donc il faut le savoir. Est-ce qu'il fera une 3e mission là-bas? On peut toujours l'espérer, pour lui en tout cas. Oui, Thomas étant l'un des 3 candidats avec Samantha Cristoforetti et Matthias Maurer, donc sont les 3 astronautes qui ont commencé ces interfaces. Et sinon, les Chinois sur la Lune, on pense qu'ils vont y arriver assez rapidement ou c'est encore vraiment du futur un peu lointain? Eh bien, les Chinois, ils y sont déjà sur la Lune. Ils ont réalisé en début d'année une première en posant une mission robotique sur la face cachée. C'est réellement une première. Personne s'était posé sur la face cachée. On l'avait observé globalement. Les missions Apollo avaient permis déjà de commencer à photographier la face cachée. Mais eux se sont posés réellement avec leur petit robot qui est resté à peu près un jour lunaire, environ 28 jours terrestres. Et donc il est resté surtout dans la partie éclairée du jour lunaire, c'est-à-dire 14 jours seulement. Après, donc, les Chinois déroulent leur programme régulièrement et avancent. Donc, dans la première étape, en effet, ils vont continuer les missions robotiques, puis ils vont commencer à faire des technologies qui vont permettre de préparer une occupation un peu permanente robotique. Et enfin, à l'horizon actuellement de 2035, ils annoncent une occupation humaine un peu de la même façon que le concept de Moon Village. Bon, internationalement, on verra un petit peu comment cela se regroupe ou pas, comment cela continue. Eh bien, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Jean. Ça nous donne des espoirs quand même sur la suite du programme, que ce soit pour les Américains ou pour les Chinois. Ça nous annonce, j'espère, un bon futur pour l'exploration de la Lune. Alors, oui, c'est encore à moi, pardon, excuse-moi, c'est les aléas du direct. Oui, donc maintenant qu'on a parlé des Chinois, maintenant qu'on parle d'aller sur la Lune, qu'on se dit on va aller marcher sur la Lune, encore faut-il y aller. Encore faut-il trouver un moyen d'y aller. Et ces moyens, bien sûr, c'est trouver une fusée assez puissante pour y aller, c'est prévoir des modules et construire ces modules. Alors, Arnaud va nous en parler, va nous parler de cette difficulté de se rendre sur la Lune. Mais avant ça, on a une vidéo d'un expert du CNES qui s'appelle Christophe Bonal. Et il va nous expliquer que s'il faut atteindre la Lune, enfin s'il faut décrocher la Lune, encore faut-il l'atteindre. Tout dépend de ce que vous cherchez à faire sur la Lune. Par exemple, à Ariane 5, on serait capable de poser 4400 kg sur la Lune. Donc toute la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on cherche à avoir un peu plus d'imagination, à avoir quelque chose de plus gros, un module d'habitation, un laboratoire scientifique, de quoi explorer au voisinage, etc. Donc pour ça, là, il faut des lanceurs beaucoup plus gros, comme le SLS,
par exemple des Américains, le Space Launch System, qui est en cours de développement, dont la première version devrait voler en juin 2020 et qui, à terme, sera capable de placer 130 tonnes en orbite basse. C'est vraiment la fonction finale qui dicte le type de véhicule dont on a besoin. Merci encore à Christophe Bonal pour cette petite mise en bouche, on va dire, du sujet. Une mise en bouche qui va être complétée par Arnaud, qui nous a préparé un petit édito sur comment atteindre la Lune, tout simplement. Absolument. Absolument. On va essayer celui-là. Oui, voilà, absolument. Oui. Parce que, personnellement, quand on parle de retourner sur la Lune, j'ai un commentaire qui me revient très, très souvent. La Lune, on y a été dans les années 60, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement reprendre les plans de la Saturn V pour y retourner? En plus, bon, vu les progrès technologiques aujourd'hui, la Saturn V pourrait coûter beaucoup moins cher à fabriquer. À ça, je vous répondrai que pour aller en Amérique, on n'utilise plus la caravelle de Christophe Colomb. N'oublions pas que comparer une Saturn V à un lanceur récent, c'est un peu comme comparer une 4L à la dernière des Twingo. Et oui, cette fusée iconique, même si c'est la plus puissante jamais conçue, aujourd'hui, c'est un taco vieux de 50 ans. Il est donc temps de lui trouver une remplaçante. Sans compter qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins enclin à prendre des risques. Adieu les militaires cow-boys de l'espace audacieux et tête brûlée. Aujourd'hui, on compte plutôt sur des scientifiques posés et réfléchis. Et donc, j'ai, comme tout à l'heure avec moi, Jean. Jean, dis-moi, quels sont les projets actuels de lanceurs capables d'emmener un équipage sur la Lune? Et surtout, à quel stade de développement sont-ils? Alors il existe plusieurs projets, donc dans la vidéo on a parlé du SLS qui est le projet américain. Le projet principal, c'est une fusée à peu près de la taille de la Saturn V qui était la fusée historique d'Apollo, de la fusée russe N1 qui était l'équivalent de la Saturn V à cette période-là et qui n'a pas permis d'amener des hommes sur la Lune. Mais maintenant, donc, le SLS d'un côté, les Chinois de notre côté, avec des fusées longue marche et des versions évoluées de la fusée longue marche, devraient aussi commencer à préparer. Et puis l'Inde également prépare toute une série et va commencer les vols habités. Alors certes pour l'orbite basse pour commencer avec son lanceur GSL 3 globalement, mais va ensuite poursuivre ses développements de façon à atteindre la Lune. Alors le SLS, écoutez, c'est un projet qui devrait voler normalement l'an prochain ou début 2021. C'est un projet gigantesque. Il vole avec un deuxième étage au début qui va permettre une performance de l'ordre ou un peu supérieure à la Saturn V. Et puis ensuite, il aura une version améliorée qui permettra d'aller encore plus loin et d'être encore plus puissante. D'accord, mais par contre, le lanceur, c'est une chose, mais quid du vaisseau qu'on va percher au sommet? Quels sont les projets actuels et en quoi sont-ils similaires ou différents à ce qu'on connaît historiquement, c'est-à-dire les capsules Apollo? Alors, ils sont donc les projets actuels. Tout d'abord, le principal et le plus connu, c'est le véhicule Orion qui va venir être mis au-dessus justement du lanceur lourd SLS. C'est un véhicule à laquelle l'Europe participe, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, en fournissant le module de service, donc très rapidement au gaz, électricité, mais aussi propulsion. C'est quand même une fonction importante de cette partie. Et donc ce véhicule, la capsule habitée, permet aux astronautes de rester dans l'espace, d'être protégés, d'y vivre, puisqu'ils vont quand même y passer des périodes qui peuvent être relativement importantes. Quelques jours pour aller sur la Lune, mais plus le temps de séjour, et puis il faut revenir. Donc tout de suite, on a des périodes assez relativement importantes et on doit prévoir toutes les fonctions vie associées pour rester dans cette durée. À côté de ça, il existe d'autres développements, mais en Chine, le développement de la station est une première étape, la station chinoise, mais ensuite, au-delà des véhicules sont commencés à être prévus, puisqu'on a déjà ceci pour amener à la station spatiale chinoise. Il va y avoir des projets ensuite plus évolués et plus grands. Et puis, en Russie aussi, également, des projets sont prévus avec la capsule Federatia, par exemple. Alors, on parle bien évidemment beaucoup des États-Unis, de la Chine, de la Russie. Mais est-ce que tu pourrais aussi nous parler un petit peu de la place de l'Europe dans ces projets actuels de lanceurs et de vaisseaux lunaires? Et alors l'Europe n'a pas actuellement l'ambition
de développer un programme autonome avec son lanceur, son vaisseau que l'on met au-dessus, et puis donc d'être capable de façon seul, avec uniquement des moyens européens, d'atteindre la Lune ou d'aller plus loin pour le moment. On le fait en robotique, hein, on le fait par contre, on ne le fait pas dans le cadre du vol humain. Par contre, l'Europe a l'ambition, et la France au sein de l'Europe, de participer globalement à ces activités en faisant la promotion d'une collaboration internationale pour que chacun puisse amener un peu des briques à cet édifice et pour que l'ensemble soit plutôt une vision de l'ensemble de l'humanité plutôt qu'une course et une compétition uniquement. Donc on veut essayer de participer ensuite sur des rôles avec des participations peut-être un peu plus modestes, mais sur des pièces qui sont si possible ce qu'on appelle enabling, c'est-à-dire une pièce essentielle non dupliquée, ou en tout cas être un minimum une fonction de redondance de façon à avoir deux sources par exemple sur certaines fonctions. Bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements, merci beaucoup Arnaud. Alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de technique. Réellement, on parle de technique. Hein. Là, vous l'avez entendu avec les fusées, avec les modules, avec les capsules. Mais les astronautes, dans tout ça, ça reste des êtres vivants, ça reste des humains. Et bien sûr, on peut s'inquiéter de leurs conditions de vie et de leur santé. Alors pour cela, on est accompagné donc à nouveau d'Isabelle de Rêve d'Espace, qui va être accompagnée également de Michel Viseau. Michel Viseau du CNES, donc je vous le rappelle, responsable des programmes d'exobiologie. Oui, en fait, la santé, c'est très préoccupant. La santé des astronautes est assez préoccupante. On s'en préoccupe du moins. Tous les jours, en fait, dans la Station spatiale internationale, il y a énormément d'expériences et d'analyse des données de biologie humaine, parce que l'environnement spatial est dangereux. Alors justement, est-ce que l'environnement lunaire serait plus dangereux que l'ISS, par exemple, au niveau des rayons cosmiques? Bon, il fallait bien un vétérinaire pour s'occuper des astronautes. Hein. Quand j'étais petit, j'étais vétérinaire. Donc effectivement, sur la Lune, on est soumis à des dangers plus importants, puisqu'il y a des radiations qui ne concerne pas les astronautes qui sont sur la Station spatiale internationale. Les astronautes qui sont sur la Station spatiale internationale, qui n'est qu'à 300 km d'altitude, ou entre 300 et 400, sont protégés par le champ magnétique terrestre d'une part, et par les ceintures de Van Allen. Sur la Lune, 384 000 km plus loin, cette protection n'existe plus. Et donc là, effectivement, il y a des risques importants et ça va limiter probablement le nombre de missions que les astronautes pourront faire et ça va conditionner la façon dont ils vont devoir se protéger de ces radiations dans leurs habitats et peut-être même dans leurs combinaisons de sortie extravéhiculaire. Alors pareil, les missions actuelles, c'est plutôt 6 mois. Si on va sur la Lune, si on y vit, si on y reste plus longtemps, ce sera peut-être des périodes plus longues. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème psychologique vis-à-vis de l'isolement? Est-ce que si quelqu'un tourne autour de la Lune mais qui ne descend pas sur la Lune, est-ce que comme dans le cas des missions Apollo, il n'y aura pas une frustration et donc il faudra un petit peu s'occuper de ce côté psychologique des astronautes? C'est quoi les enjeux psychologiques aussi d'une mission lunaire? Alors, la psychologie des astronautes, c'est quelque chose d'important, toujours un peu secret, mais qui commence à être quand même relativement bien connu maintenant. Pour les astronautes qui seront sur la Lune, ils vont être occupés, ils verront la Terre, c'est toujours magnifique et merveilleux. Je pense que malgré les radiations, il y aura quelques fenêtres quand même pour regarder à l'extérieur. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas d'autre souci que le fait de vivre en groupe, de se retrouver dans une boîte à sardines avec 4, 5, 6 autres personnes qui sentent des pieds, qui écoutent de la musique trop fort, etc. Ça, jusque-là, c'est à peu près normal. Après, il y a le problème, effectivement, de celui qui resterait en orbite. Dans les missions Apollo, il y avait un module qui restait en orbite en permanence, et il y avait un pauvre gars qui était là, qui regardait les autres s'amuser, et pendant ce temps, là, lui, il faisait du tricot. Et c'était particulièrement dur. Il est certain que si cette période, alors c'était que quelques jours, donc c'était à peu près supportable, il est certain que si ça doit durer très longtemps, un jour, il pourra dire « Non, non, moi, je n'ouvre pas la poche, je ne suis pas descendu, il ne rentre pas. » Et donc, bien entendu, tout ça, ça sera suivi de près. Il est très peu probable que s'ils doivent rester à plus longtemps, ils ne seront pas seuls, ils seront au moins 2. Et puis maintenant,
le LOPG ne doit pas être habité en permanence. Ça veut dire qu'il y aura toujours un moyen d'avoir accès par un port d'amarrage ou par un autre à l'intérieur du LOPG. Et donc peut-être que tout le monde descendra sur la Lune et que même quand les astronautes descendront sur la Lune, eh bien, le LOPG sera inhabité et c'est en remontant que de toute façon on trouvera une solution pour rentrer dedans. Donc voilà à peu près le moyen de gérer ces problèmes. Il y a un autre souci auquel je pensais, c'est en fait le jour lunaire, en fait c'est 14 jours terrestres. Donc du coup, comment ils vont vivre? Est-ce qu'ils vont vivre avec le référentiel jour lunaire ou le jour terrestre? Et derrière, est-ce que ça ne fait pas un dérèglement des rythmes biologiques? Alors s'ils veulent bronzer, c'est sûr qu'en 14 jours, ils vont bronzer beaucoup. Enfin, ils ne vont pas vraiment bronzer, ils vont cuire. Donc on va pas leur proposer ça. Ils vivront, je pense, comme sur la Station spatiale internationale actuellement, sur un rythme terrestre. Et en fait, ils vivent en heure GMT. Et donc, sur la Lune, ça sera General Mean Time, leur Zulu, leur universel, le temps universel, etc. Donc, ils auront des alternances de jour et de nuit à l'intérieur des habitats. Et leurs activités seront programmées pour suivre un rythme terrestre. Et peut-être qu'ils empêneront un peu de l'exomile pour dormir de temps en temps, parce que ça risque d'avoir des insomnies. Mais ils seront quand même toujours sur un rythme de 24 heures. Eh bien, merci beaucoup Michel pour ces précisions hautes en couleur. Pareil, merci beaucoup Isabelle pour la contribution. On parle donc beaucoup de la santé des astronautes et du coup on a un petit peu parlé aussi du quotidien, de comment ils vont devoir se débrouiller au quotidien. Et parmi ce quotidien, eh bien, il y a bien sûr le ravitaillement qui est très intéressant. Il faut en parler, tout cet espace de logistique qu'il faut pour vivre sur la Lune de façon pas forcément continuelle, mais déjà aussi de longue durée, hein, c'est déjà ça. Donc pour cela, on accueille donc Sébastien Rouquette. J'ai besoin de ma petite anti-sèche, responsable expérience ISS et vol parabolique au CNES, notamment de l'avion 0G qu'on connaît de plus en plus dans les environs de Bordeaux, pas très loin d'ici. Oui, alors pour parler approvisionnement et ravitaillement, en fait, il faut savoir, par exemple, à l'heure actuelle, l'ISS, il y a à peu près un cargo de réapprovisionnement par mois qui amène de la nourriture, du matériel, de l'oxygène et de l'eau. Donc, est-ce qu'il va falloir prévoir la même chose au niveau des fréquences, au niveau de ce qu'on va amener en orbite lunaire ou sur la Lune? Alors, bonjour à tous. Ben oui, alors pour répondre clairement à la question, oui, bien sûr, parce que finalement, le besoin en ravitaillement, il ne dépend pas du lieu où on se trouve, mais du nombre de personnes qu'on a à bord et de la technologie dont on dispose pour pouvoir recycler ce qu'on consomme. Parce qu'évidemment, toute activité humaine génère des débris, des déchets. Et ces déchets, c'est notre capacité à les recycler, à les réutiliser qui définit finalement notre dépendance au réapprovisionnement. Donc, qu'on soit sur la Lune ou autour de la Lune, ou qu'on soit sur Mars, on aura un besoin, si on n'est pas autonome, véritablement autonome, on aura besoin d'être ravitaillé régulièrement en vivres et en fluide, comme on dit, hein, que ce soit l'eau ou l'oxygène. Mais justement, enfin, beaucoup de gens ont sûrement vu le film Seul sur Mars, où il fait une serre sur le sol martien. Est-ce que c'est envisageable sur la Lune ? Alors lui, il a de la chance parce qu'il se retrouve tout seul avec les réserves pour, je sais plus, je crois 6 ou 8 membres d'équipage. Donc il va pouvoir tenir un peu plus longtemps. Donc là, effectivement, pour lui, c'est quand même une manne. Mais de là à faire pousser des légumes sur un sol totalement stérile comme sur Mars, c'est très compliqué. Alors sur la Lune, il y a eu des essais, alors non pas de mise en culture de pommes de terre sur le sol lunaire directement, mais grâce aux échantillons qui ont été ramenés, la NASA a mené quelques expériences pour tenter de voir si le sol lunaire, le régolithe, pouvait favoriser la croissance ou en tous les cas permettre la croissance de végétaux. Alors ça semble être le cas, mais il y a eu très peu d'expériences. Mais en tous les cas, le sol lunaire est beaucoup moins agressif que le sol martien. Donc c'est une possibilité. Et après, ma question, en fait, c'est on génère des déchets. Notre activité humaine génère des déchets. Donc on appelle ça globalement la pollution. Mais comment, en fait, ça va être géré au niveau de la Lune, de la surface lunaire? Est-ce qu'il y a des règles qui sont déjà imposées, connues, pour la gestion des déchets au niveau du sol lunaire? Bon, je vais pas faire de politique, mais vous savez tous en tant que terriens que des règles, des lois
On en a plein hein, pour tenter de réguler notre activité, de faire en sorte qu'on respecte correctement notre environnement. On pourrait remonter comme ça des décennies en arrière et on se rend compte qu'à l'époque moderne, ces lois, ces décrets ne sont pas forcément bien respectés. Pour la Lune, c'est la même chose. Les premières lois, elles datent de 1967 pour tenter de réfléchir à comment préserver le sol lunaire lors des futures explorations. En 1979, il y a même un projet d'accord qui est proposé pour la non-prolifération de débris, de déchets humains à la surface de la Lune. Cet accord n'a même pas été ratifié par les grandes puissances spatiales. Donc vous comprenez que c'est compliqué d'imaginer que ça va se passer comme ça facilement entre nous. Mais cela dit, c'est une véritable préoccupation. Et même si il y a une réflexion différente autour de ce qui a été des débris qui persistent après l'époque Apollo, parce que là on parle plus de vestiges. Et on parle même de sanctuarisation des zones d'alunissage autour d'Apollo. Il y a même une règle qui dit qu'on ne devra pas, on n'aura pas la possibilité, pas le droit de se poser à proximité des zones Apollo ou à une distance raisonnable. Donc cette préoccupation, elle existe pour ces vestiges-là, elle existe aussi forcément pour la non-prolifération de déchets à la surface de la Lune. Pour des raisons de respect de l'environnement, même si c'est stérile, et puis aussi pour des raisons scientifiques, parce que cette réflexion, on l'a eu aussi pour l'exploration martienne. Il faut préserver le lieu pour pouvoir, lorsqu'on a besoin d'acquérir de la connaissance, être sûr que ce qu'on étudie, c'est bien ce qui était sur le lieu qu'on explore et que nous ne l'avons pas amené avec nous. Bien, merci beaucoup Sébastien, merci Isabelle. Sébastien qui reste avec moi, mais un nouvel intervenant nous rejoint, Jojol, qui parle d'high-tech sur YouTube et qui a prévu un petit duo avec Sébastien pour parler de communication dans l'espace, parce que c'est vrai que on parlait tout à l'heure de Sol sur Mars, hein, il essaye de communiquer avec la Terre, il y a un délai, ça prend du temps, et donc ce temps, sur la Lune il est peut-être beaucoup plus court, mais ça peut poser forcément des problèmes. Alors je te laisse la parole, Jojol, bienvenue. Alors merci beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tout le monde, je suis le seul qui n'est pas du tout spécialisé dans le domaine de l'espace. Donc du coup, je vais tout simplement, Sébastien, te poser quelques petites questions avec que plaisir, je pense certains aimeraient bien te poser, justement en rapport avec la communication. Avant de s'intéresser justement au fameux outil qui permet aujourd'hui de communiquer avec les astronautes, quand il y a eu l'époque de la fameuse, le fameux moment où c'était la conquête de l'espace avec les États-Unis et l'URSS, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme outil dans le passé pour communiquer avec les personnes dans l'espace? Alors la communication humaine, hein, quand on est à distance, c'est resté basé sur des communications radio standards. Donc là, on a des antennes et puis on propage une onde de radio pour pouvoir communiquer. Donc ça, les gens qui font du radio amateur sur Terre connaissent ça depuis des décennies. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. On continue à avoir des antennes qui émettent des ondes radio. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a aussi d'autres outils qui se mettent en place grâce aux communications Internet. Et ça, c'est vrai que ça fait évoluer énormément nos capacités de communication. Et justement, du coup, on avait pu voir que Thomas Pesquet avait partagé certains contenus directement dans l'espace. Et comment, clairement, on peut avoir Internet dans l'espace? Alors en fait, il y a du réseau en fait, dans la station. Ça a beau être un outil de travail, ils ont tous les astronautes, téléphone, ordinateur, etc. Et puis évidemment les communications professionnelles avec le sol. Et on met à leur disposition un réseau Wi-Fi pour pouvoir regarder des séries, regarder la télé. Tout simplement, quoi. Communiquer avec la famille. Alors communiquer avec la famille, ça veut dire par téléphone, ça veut dire par mail, grâce aux réseaux sociaux, et tout simplement. Tout simplement, voilà. Ok. Et question toute bête pour un YouTuber ou un streamer, au niveau des débits, est-ce que tu as des petits chiffres à nous donner? Est-ce que je peux uploader une vidéo en 4K dans l'espace? Ouais, les débits sont très bons parce qu'en plus ils sont pas nombreux, donc ça va très bien. Ça fait un petit équipage et puis ils regardent pas tous la télé en même temps. Puis peut-être qu'ils se font des séances ensemble, je sais pas. Mais en tous les cas, ouais, ça marche très bien parce que les débits sont très élevés parce que ce sont des débits dont on a besoin aussi nous pour travailler. Donc quand on a besoin de descendre des images ou des vidéos, de monter des protocoles ou alors tout simplement d'avoir accès à de la vidéo
pour voir ce qui se passe pendant qu'ils déroulent leur protocole scientifique, on a des débits relativement importants. Très bien. Voilà, du coup, on va parler de ce fameux outil. Cet outil-là, ouais. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ça, c'est un véritable outil de communication avec la Station spatiale internationale. Voilà, tu peux le mettre sur la tête si tu veux, hein, comme ça tu seras équipé comme un vrai contrôleur au sol. Alors ça paraît tout simple, hein, c'est tout bête. Hein. Bon là, si j'appuie, tu vas pas parler à la station. Hein, c'est dommage. Non, ça marche pas aujourd'hui. Ça marche pas pourquoi? Parce que ça, c'est l'outil qui fait le micro. On a l'audio avec ça, hein, l'audio. Si j'appuie ici, je parle à la radio. Je peux monter le son ici. Okay. C'est sur batterie, on peut changer les batteries. C'est sur un support qui permet de recharger les batteries. Recharge sans fil et tout. Voilà, recharge sans fil. Mais ça, c'est connecté tout simplement à un support qui est relié à un ordinateur. Et l'ordinateur lui-même est relié à un réseau sécurisé de communication vers la Station spatiale internationale. Donc tout ça, c'est centralisé en fait. Nous, on a un retour sur notre écran avec tout un tas de petits pavés. Et puis on peut choisir avec qui on communique, parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a évidemment les scientifiques, il y a les équipes dans les différentes salles de contrôle, et notamment les salles de contrôle à la NASA, où on a les responsables ISS, les responsables mission, on a les responsables européens qui sont dans leur salle de contrôle. Nous, on ne parle pas directement à l'astronaute, mais l'astronaute peut le demander, auquel cas on peut aussi cocher la bonne case et communiquer directement avec l'astronaute. Donc tout ça est très formalisé, mais c'est très simple en fait de le faire, hein. Très très simple. Et il y a très peu de délai, donc voilà, on a l'impression d'être un peu soit dans un avion, soit dans une tour de contrôle. Et puis les communications sont codées, on doit s'adresser aux gens d'une certaine façon. Voilà, un petit peu comme quand on fait de la communication opérationnelle en avion ou que ce soit. On peut le faire passer au public pour y voir un petit peu plus. Alors, il suffit que je le récupère après, c'est tout. Okay. Voilà, sinon moi, retour lundi, je vais me faire gronder. Et si je ne m'abuse, une petite question qui me vient comme ça, mais il me semble que ce casque vient de Toulouse en fait. Oui, c'est ce que je disais, c'est un vrai casque qui est dans notre salle de contrôle au CADMOS. Le CADMOS, c'est le centre d'aide au développement des expériences en micro-pesanteur et aux opérations spatiales. Donc voilà, pour dire le nom en entier, il faut déjà avoir un bon niveau d'apnée. Et c'est le centre dans lequel on réalise des expériences dans la Station spatiale internationale. Donc on a notre salle de contrôle dans laquelle on travaille avec ces outils. Donc impossible à acheter Non, vous ne pouvez pas en trouver dans le commerce. Okay. Enfin, peut-être bien sûr, mais pas les mêmes. Par contre, imaginons si des personnes lambda ont envie de discuter avec les astronautes. Est-ce que c'est quand même possible aujourd'hui ? Oui, c'est possible, bien sûr. Historiquement, c'est même quelque chose qui fait partie de la philo, hein, de l'exploration spatiale. Les radioamateurs peuvent toujours communiquer avec la Station spatiale internationale. Voilà. C'est dingue, hein. Vous avez déjà essayé ? Comme ça en perso ? Hein ? C'est mieux avec le micro, oui. En fait, il y a une association française de radioamateurs qui organise régulièrement des prises de rendez-vous et de contact avec l'ISS. Donc il suffit de s'adresser à eux et voir s'ils ont un événement dans votre région. Et puis même aussi, il existe des petits récepteurs où vous pouvez vous brancher si vous avez le bon canal et vous pouvez entendre les communications entre l'ISS et la Terre. Après, vous ne pouvez pas communiquer, vous pouvez juste recevoir. Mais si vous voulez, allez voir donc, l'association française des radioamateurs, AFRIS, je crois. Je crois que c'est ARIS, ISS, Aris, je suis pas sûr. Aris, et je ne doute pas que pour la prochaine mission de Thomas, comme lors de Proxima, des créneaux seront réservés pour permettre aux radioamateurs de communiquer avec lui en direct. Et dernière petite question, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'évolution justement de ce genre d'outils dans les prochaines années ? Est-ce qu'on aura des belles nouveautés ou pas forcément ? Bon, alors des belles nouveautés, c'est rien de spectaculaire. Déjà avoir Internet, c'est déjà énorme en fait. En y réfléchissant, c'est déjà une bonne époque. On a comme sur Terre la téléphonie SIP, hein, donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais le réseau terrestre, c'est quelque chose qui est très développé et on l'utilise plutôt dans l'espace. Donc la téléphonie SIP, c'est plus facile pour nous, mais pendant la mission de Thomas, on recevait des appels de Thomas. Hein, donc il appelait les copains au moment des anniversaires. Voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un appel de l'espace. C'est toujours sympa de dire « Ah, excusez-moi, c'est Thomas qui m'appelle ». Eh bien, merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Jojol, merci de nous avoir fait le plaisir de passer, parler un petit peu technologie, parce que c'est vrai qu'on parle d'infrastructures, on parle de casques, on parle de fusées très brillantes, mais la question que tout le monde se pose, c'est, Julien Courbet, combien ça coûte ?
Combien ça coûte? Alors, le grand talent d'Elon Musk pour la communication a fait naître dans l'esprit des gens des conceptions erronées du vol spatial. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on va réussir à tirer les coûts toujours plus vers le bas, jusqu'à un point où le vol spatial deviendra bon marché et accessible au grand public. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et croyez bien que pour mon ambition personnelle, ça me désole, mais les vols spatiaux vont rester très chers et très compliqués. Et ça, on le doit entre autres à deux choses. D'abord, le fait que le vide spatial est un environnement qui ne pardonne aucun faux pas. Donc, vous ne marcherez jamais à la surface de la Lune sans avoir subi un entraînement intensif, ce qui risque de restreindre les projets touristiques de certains. Et ensuite, le plus grand et le plus impitoyable frein à la conquête spatiale, c'est la gravité terrestre. Jouons un petit peu avec quelques chiffres ronds et simples. Alors, supposons que vous disposiez d'une voiture d'une tonne à laquelle oui, il y a un léger Larsen là. Supposons que vous disposez d'une voiture d'une tonne à laquelle vous tentez d'imprimer une vitesse de 10 mètres par seconde, ce qui fait environ, approximativement, très exactement, 36 km/h. La formule mathématique de l'énergie cinétique nous dit que, en négligeant les frottements et toutes les déperditions de chaleur, on a besoin, pour ceci, de 50 000 joules. La joule étant une unité d'énergie. Supposons maintenant que vous ayez un satellite d'une tonne, lui aussi, à mettre en orbite basse. Et dans un satellite d'une tonne, on ne rentre pas grand-chose, et sûrement pas une capsule habitée. Ce satellite, vous allez devoir le propulser à la bagatelle de 7800 mètres par seconde afin de l'arracher à l'attraction terrestre. Et la quantité d'énergie nécessaire augmentant avec le carré de la vitesse, vous allez là avoir besoin de 30 milliards de joules. Ça fait jamais que 600 000 fois plus que pour votre voiture d'une tonne. Et là, il n'est même pas question de vol habité, de transit vers la Lune ou de compter simplement l'énergie nécessaire pour arracher le gigantesque lanceur qui va avec du sol. Non, rien que pour pousser un satellite à la vitesse nécessaire pour le mettre en orbite, il faut 600 000 fois plus d'énergie que pour pousser une voiture à 36 km/h. Donc qu'on se le dise, aller dans l'espace, ça sera toujours cher et compliqué. Donc j'ai comme tout à l'heure, j'ai pas fini. Pas taper. Donc j'ai toujours comme tout à l'heure avec moi Jean Blouvac, viens avec moi Jean, reste pas dans le coin, mets-toi dans le cadre de la caméra. Donc j'ai encore quelques questions pour toi, et la première, c'est aujourd'hui si on doit estimer le coût d'un voyage lunaire, combien il y a sur la facture ? Alors évidemment, avec les calculs bien compliqués que tu as fait, tu augmentes le coût systématiquement. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive tous à suivre exactement tous ces détails. Néanmoins, oui, l'espace reste quelque chose de cher. Donc l'idée pour diminuer les coûts en particulier, c'est d'augmenter le nombre de missions et le nombre de transports et de tenir des coûts récurrents, réguliers, beaucoup plus qui se réduisent, bon, mais qui resteront quand même quelque chose de conséquent. Alors, historiquement, quand même, le chiffre que l'on peut donner, ça a été un petit peu les estimations ramenées en argent actuel des missions Apollo, qui sont de l'ordre au-delà de 100 milliards de dollars, ce qui est quand même vraiment une somme extrêmement conséquente. Après, actuellement, on est en train de regarder un petit peu, et en particulier les Américains publient notamment beaucoup de choses sur le développement. Le lanceur lourd, le véhicule Orion sont des choses. Donc le lanceur lourd, ils en sont à peu près un peu au-delà de 20 milliards de dollars aujourd'hui dans le développement. Et le véhicule Orion, c'est de l'ordre d'une dizaine. Bon, mais ça, ce sont les coûts de développement. Ensuite, ce qu'on peut donner comme genre d'idée, c'est lorsqu'on va faire un lancement de ce lanceur lourd, ça sera à peu près une idée de 1 milliard de dollars. Ensuite, des industriels globalement qui envisagent en effet des vols plus récurrents avec des méthodes de récupération annoncent des coûts peut-être bien moins chers, bien moins importants, enfin bien moins élevés, pardon, mais c'est encore des choses qui restent à prouver. Si je continue après au niveau français peut-être éventuellement, mais je ne sais plus si tu veux me le mettre en question. Ou... Oui, je crois que tu es en train d'anticiper la question suivante en fait, parce que la question suivante, c'était justement en Europe, combien de personnes sont employées directement ou indirectement sur les projets spatiaux du CNES et de l'ESA? Au niveau européen, le secteur spatial, c'est de l'ordre de 40 000 personnes.
dont environ 16 000 en France en emploi direct. Ce sont à peu près les chiffres que l'on a. Sur certaines études, la démultiplication est d'un facteur 2 à 3 entre les emplois directs et les emplois indirects. On a quelques études de ce niveau-là. Donc voilà, ce qui donne à peu près une notion sur le nombre de personnes qui travaillent, et ce qui prouve que quand même, en fonction des sommes que l'on met et qui sont en jeu, il y a énormément d'emplois et pratiquement tout est transformé sous forme d'emploi réellement. Et justement, c'est la question suivante, parce que quand on parle d'espace, on est souvent confronté à une affirmation, aller dans l'espace, ça sert à rien, ça sert juste à brûler l'argent du contribuable dans de gros feux d'artifice pour mégalos. Mais en vérité, quel est le budget du spatial en Europe ou en France? Et surtout, qu'est-ce que ça représente comme charge financière pour les Français? Alors le budget d'investissement européen institutionnel au niveau européen, c'est de l'ordre de 7 milliards d'euros. Le budget français, pareil, institutionnel, est de l'ordre de 2,4 milliards d'euros. Par an. Ce qui représente donc, si on divise simplement par la population française, environ 33 euros par personne par an. Mais ça, c'est un budget d'investissement. Ce qu'il faut voir, c'est derrière, qu'est-ce qu'on obtient en échange de ces investissements et la démultiplication. Et en fait, aujourd'hui, il faut bien réaliser que dans l'espace, tout moment, et là, tout le monde a ses portables à la main, le spatial est présent et sert à ceci. Donc là, on est rediffusé en direct sur le net. Le spatial permet cela. L'observation de la Terre, l'utilisation, les évolutions climatiques sont observées grâce aux satellites. Plus de la moitié des variables climatiques qui servent à gérer actuellement le réchauffement et à comprendre le réchauffement proviennent de données spatiales. Donc la télévision passe énormément par le spatial. Donc en réalité, nous utilisons le spatial pratiquement tout le temps, sans nous en rendre compte bien souvent, mais c'est donc pas de l'argent perdu. En fait, le meilleur exemple pour illustrer les apports du spatial, c'est ce qu'on a aujourd'hui tous dans la poche. Hein. Les 3/4 des technologies qui se trouvent là-dedans, on les doit de près ou de loin aux voyages spatiaux. Oui, je n'ai pas cité qu'on sait où on est grâce en effet au spatial. Oui, accessoirement aussi, on a les satellites GPS et maintenant Galileo, absolument, en Europe. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour de la question en ce qui me concerne ce coup-ci. Non, je pense que l'intérêt du spatial, on pourrait en faire toute une table ronde de au moins 3 heures. C'est ça. Vu tous les retours qu'on a eu depuis l'émission Apollo, c'est absolument gigantesque, mais bon, on va pas faire toute une liste. On parle donc de combien ça coûte, c'est quand même... On voit, c'est très très cher, mais du coup, aujourd'hui, on est vraiment sur une table ronde sur la Lune, et donc on met beaucoup d'argent, enfin les Américains aussi mettent beaucoup d'argent pour retourner sur la Lune, mais au final, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la Lune? Quelles sont ces ressources qu'on trouve sur la Lune et comment les exploiter? Et pour cela... Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Oui, c'est pas à toi qu'il faut poser la question, mais je te regarde parce que tu me regardes, donc on se regarde. Je vous regarde vous aussi. Pour cela, donc, on accueille bien sûr Sébastien Rouquette qu'on a vu juste avant et les deux frères Lisoire qui vont nous parler de ces ressources et de leur exploitation. Tout à fait, Vincent. Dans les petites discussions qu'on vient d'avoir, on a vu que la surface de la Lune, c'est un environnement qui est très hostile et que d'y envoyer le moindre kilogramme de matériel, ça coûte très très cher. Mais bon, il y a peut-être quelques pistes pour essayer d'alléger ces contraintes, puisque sur la Lune, on trouve aussi des ressources. Et ces ressources, un jour, peut-être, alors pas tout de suite, ni demain ni après-demain, mais bon, si on se projette à moyen ou long terme, on pourra les utiliser pour faciliter l'implantation d'une base, par exemple, sur la Lune. Alors, du coup, la première question, c'est quelles sont toutes les ressources qu'on peut trouver sur la Lune? Alors, comme tu l'as dit, ces ressources, elles sont là. On ne sait pas aujourd'hui les exploiter, mais elles y sont. Et elles vont rester. Donc, le jour où on saura faire, on saura comment les utiliser. Il y a diverses choses. On peut parler de choses qu'on ne voit pas, choses assez immatérielles. Il y a la lumière.
du Soleil qui arrive à la surface de la Lune. C'est une source importante d'énergie, puisque si on développe des panneaux solaires, on peut les placer de telle manière qu'ils reçoivent en permanence la lumière, et ça peut permettre d'alimenter des habitations en énergie électrique. Ça, c'est une première chose. Alors après, de manière un peu indirecte, on peut s'amuser à imaginer que sur la face cachée de la Lune, on est protégé du rayonnement électromagnétique terrestre, des réseaux de communication, et du coup cette espèce de nuit ou d'ombre électromagnétique permet aux chercheurs d'avoir accès à l'univers sans être perturbés par les émissions humaines. Et ça, quelque part, c'est une ressource, comme on en parle sur Terre en disant que le ciel noir la nuit, c'est vu comme une ressource aujourd'hui. Voilà, dans toutes les initiatives pour avoir un ciel noir. Alors voilà, après les ressources proprement parlé, on les trouve essentiellement dans le sol. Et dans le sol, on va trouver le sol lui-même, le régolithe, donc la roche, qu'on peut soit compacter pour cette espèce de poudre très très fine, beaucoup plus fine que de la farine, ou bien la roche elle-même, qui peut servir à fabriquer des habitations, ou bien calfeutrer des habitations pour procéder à de l'isolation thermique et puis de l'isolation contre le rayonnement solaire ou rayonnement cosmique. Dans ce sol-là, on trouve aussi d'autres choses. Il y a du minerai. Il y a par exemple du titane, en quantité bien plus importante que sur Terre. Il y a de l'hélium 3, comme on dit. Alors l'hélium 3, ça peut paraître un peu ésotérique, comme ça, c'est pas de la poésie. Ça pourrait être un carburant dans des centrales à fusion nucléaire. Alors c'est de la science-fiction aujourd'hui, on ne sait pas faire, mais c'est une source d'énergie qui serait telle qu'on pourrait, grâce à tout ce qui est contenu dans la Lune, pourvoir aux besoins d'énergie de base lunaire et puis de la planète entière, de la Terre entière, pendant des siècles ou pendant des décennies. Donc ça, c'est une ressource vraiment très importante. Mais la ressource vraiment fondamentale, la ressource majeure, c'est l'eau. On en a parlé en introduction. L'eau, on en trouve sous forme de glace, soit prisonnière dans les roches, donc assez profonde dans le sol, mais essentiellement dans les zones non éclairées, parce qu'il faut qu'elle soit protégée de la lumière, même si la température est très basse. On a de l'eau à moins 160 degrés à peu près. On la trouve essentiellement donc dans les régions polaires. Alors justement, on a entendu parler, la NASA a dit que sur la Lune, il y avait des points d'intérêt géostratégique. Où c'est qu'on peut trouver ces ressources en particulier et comment on peut les exploiter? Bon, pour le minerai, on en trouve à peu près partout, évidemment. Le régolithe, il y en a partout. Si on cherche des basaltes, donc des roches volcaniques, on va les trouver dans les mers. Et puis, si on cherche de l'hélium 3, il y en a à peu près partout. L'eau, effectivement, on va la trouver plus facilement dans les zones non éclairées, donc plutôt au pôle, en l'occurrence au pôle sud, à l'abri de la lumière, dans les cratères profonds ou sous le sol. Et c'est là qu'on va la trouver en particulier. Et c'est aussi là qu'on trouvera la lumière de manière quasi permanente, et pas seulement sur un cycle d'un mois, de 14 jours par mois. Donc c'est un endroit qui est très favorable en fait à l'implantation humaine. Alors justement, on parle d'une base humaine. Comment on peut exploiter ces ressources pour qu'elles rendent plus facile la vie des futurs habitants de ces bases? Bon, encore une fois, aujourd'hui, ça reste des idées techniques plus ou moins avancées et concrètes. Pour ce qui est de l'hélium 3, on en a parlé, fusion nucléaire, ça on ne sait pas faire aujourd'hui, mais c'est une source d'énergie. Le régolithe et la roche, on en a parlé en tant que matériaux de construction. Pour l'eau, c'est encore plus complexe. C'est une ressource majeure, on le sait, sur Terre aussi pour nous, au quotidien. C'est une ressource absolument essentielle. Mais sur la Lune, c'est une ressource qui permet évidemment d'alimenter les équipages en eau, mais aussi qui peut être utilisée grâce à l'électrolyse pour fabriquer de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène qui est vital lui aussi, et l'hydrogène qui est un élément qui permet de fournir de l'énergie là encore. D'accord. Ça nous donne déjà de bons espoirs sur la Lune. C'est un lieu qui nous permet d'envisager de rester assez longtemps avec des ressources non épuisables pour un bon moment. Eh bien, merci Sébastien, merci Hugo, merci Maxime. On enchaîne sur la partie suivante de notre table ronde, puisque nous allons maintenant parler de ces explorateurs représentants de l'humanité qui, eux, ont besoin de beaucoup moins de ressources que les autres. Je veux bien entendu parler des robots. Et pour nous parler des robots sur la Lune, nous avons Alice, ainsi que notre équipe de choc. Je vais demander à Jean et Michel de revenir, s'il vous plaît. Et Alice, je te laisse la parole. Eh bien, merci Arnaud.
Ça fonctionne toujours super. Donc on a vu, envoyer des humains sur la Lune, c'est compliqué, c'est dangereux, il faut des ressources, il faut construire des habitats, c'est risqué. Et donc pour ça, c'est important de bien connaître le terrain à l'avance pour essayer de limiter tous ces risques et faire au mieux. Et ça, c'est ce qu'ont fait différents pays, comme les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine ou encore l'Inde. Donc je vous propose d'abord un petit point historique. Donc Vincent en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais le redire. Donc un peu de contexte, on est à la fin des années 50, c'est la guerre froide qui oppose les États-Unis et l'Union soviétique, et c'est la course à l'espace, et notamment à la Lune. Il y a beaucoup de sondes qui ont été envoyées. La première à avoir pris une photographie de la face cachée de la Lune, c'était Luna 3. Ensuite, il y a beaucoup de sondes qui se sont crashées volontairement ou non. Et la première qui a réussi à se poser tout en douceur, c'était Luna 9. C'était l'Union soviétique également. Et ensuite, jusqu'en 1976, on a toute une succession de missions américaines et soviétiques. Et ensuite, plus rien. La Lune, c'est plus intéressant, jusqu'aux années 90, où là, on a des nouvelles puissances spatiales qui naissent. Donc on a l'Europe, le Japon, l'Inde ou la Chine. Et il faut savoir qu'il y a des missions robotisées sur la Lune en ce moment même. Donc Isabelle va nous parler tout à l'heure de la Chine, si je ne m'abuse. Moi, j'aimerais juste vous parler un petit peu de l'Inde parce que hier soir, il y a eu une tentative de poser une sonde Chandrayaan 2 sur la Lune. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a perdu le contact un petit peu avant, je ne sais pas exactement la distance. C'était rediffusé en live et j'ai pas eu l'occasion de le regarder. Donc, à 2,1 km, me dit-on, on a perdu le contact avec la sonde. Donc, c'est raté. Par contre, il y a quand même une sonde qui est en orbite autour de la Lune qui va pouvoir étudier l'astre pendant 1 an si tout va bien. Mais donc du coup, question, pourquoi on envoie des robots avant les hommes ? On envoie des robots avant les hommes parce que ça nous permet d'acquérir des connaissances et puis d'éviter de mettre des vies humaines en danger. Donc on commence par des missions robotiques qui vont nous permettre de mesurer, de contrôler, de détecter un petit peu tout ce que l'on cherche, et puis de repérer, de prendre des images de près, de repérer les ressources, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc actuellement, un des grands sujets d'intérêt, c'est de repérer l'endroit où est l'eau au fond des cratères. Alors dans le régolithe, il est dispersé, il va falloir trouver l'extraction un petit peu géochimique qui va permettre de récupérer, d'extraire cette eau, de la purifier. Ça, c'est une des idées, un axe. L'autre axe, c'est qu'au pôle sud, on a des zones glacées, mais qui sont dans des zones très froides, mais vraiment très 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 froides. Il faut qu'on repère les épaisseurs d'eau qu'il y a, si elle est réellement en surface, un petit peu dessous, sur quelle étendue géographique elle est exactement répartie. Et derrière, il va falloir se poser la question de comment la récupérer, comment l'extraire. Et comme ces zones sont très froides et souvent à l'ombre, ça va nécessiter de l'énergie et des moyens énergétiques pour accéder à cette eau. Il faut dire une chose aussi toute simple. Ça coûte moins cher, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas besoin de prévoir le retour, parce que les normes de sécurité sont beaucoup moins importantes, bien entendu, quand on envoie un engin automatique ou pas. Et puis, il y a des missions qui sont très longues. Quand on veut faire la cartographie de la surface lunaire avec un pixel qui fait, mettons, 2 mètres carrés, ça fait beaucoup de pixels. Et donc ça, il faut tourner pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour avoir une cartographie précise. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on envoie des engins automatiques plutôt que des hommes qui tricoteraient des chaussettes ou des écharpes pendant des années, pendant que les appareils photo prennent des photos. Je profite, peut-être quelque chose qu'il faut bien réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes allés 6 fois sur la Lune, à 6 endroits précis. Globalement, les gens ont fait... Alors, sur les dernières missions, ils ont fait quelques kilomètres autour avec leurs petits véhicules. On a la photo derrière, mais ils sont restés très localisés. Imaginez-vous sur la Terre... Globalement, en gros, nous avons mis 6 points autour de la Méditerranée. Et aujourd'hui, nous cherchons à découvrir le reste de la Terre entière. Sur la Lune, c'est un peu la même idée. 6 points, très localisés, et on est resté au maximum 3 jours, approximativement. Eh bien, merci à vous 3, mais on n'a pas fini de parler de robots parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en ce moment, il y a un nouvel acteur dans le game pour ce qui est de l'exploration lunaire, c'est la Chine. Et la Chine a elle aussi des robots à la surface de la Lune. Et on va maintenant regarder une autre interview de Francis Rocard que je prierai la régie d'envoyer tout de suite, s'il vous plaît.
Voilà, je l'ai connu. Depuis une dizaine d'années, la Chine a un programme très ambitieux d'exploration de la Lune, le programme Chang'e, avec Chang'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chang'e 1 à 4 ont déjà été lancés et sont pour Chang'e 3 et Chang'e 4 à la surface de la Lune avec un petit rover U2. Et Chang'e 4 s'est posé sur la face cachée, ce qui est une première mondiale. Ensuite viendra Chang'e 5 et 6 qui sont des missions aller et retour, de retour d'échantillons de la Lune sur Terre. Et Chang'e 7 et 8 sont des missions très ambitieuses d'exploration des pôles, l'une au pôle Nord, l'autre au pôle Sud, dans les années fin des années 2020. Au-delà de ces 8 missions Chang'e, la Chine a l'ambition d'installer sur la Lune une station de recherche scientifique, c'est le terme utilisé, qui serait une station de recherche a priori robotique, avec des instruments scientifiques reliés à une centrale à énergie et un système de communication avec la Terre, et qui pourrait être ultérieurement visité par un taïkonaute, puisque la Chine a également l'ambition d'envoyer un taïkonaute sur la Lune vers 2036. L'Agence spatiale chinoise a invité le CNES et d'autres partenaires à contribuer à la mission Chang'e 6 en 2024, qui est une mission de retour d'échantillons. Donc nous étudions actuellement la possibilité d'embarquer soit un système de caméra, soit un spectromètre infrarouge, ou encore un radar de sondage du sous-sol, ou un instrument cherchant à détecter le radon. D'ici la fin de l'année, on saura quel instrument sera embarqué à bord de cette mission. On remercie encore le CNES de nous fournir ces belles interviews de personnes qu'on aurait aimé avoir ici, mais malheureusement on ne peut pas inviter tout le CNES à venir. Ce serait un plaisir, mais malheureusement ça ferait de très très longues émissions. Donc encore avec moi Jean Blouvac, mais pas seulement. Je vais aussi inviter les frères Lisoire de la chaîne donc Hugo Lisoire, hein, pas Hugo et Maxime Lisoire, en tout cas pas encore. Et là vous allez nous parler d'un acteur dont on parle encore moins quand on pense à la Lune, et pourtant on est en plein dedans. C'est l'Europe. Oui, on a quand même déjà un peu parlé de l'Europe. On dit que l'Europe allait participer au retour de l'homme sur la Lune au travers du module de service d'Orion. Mais c'est pas la seule chose qui est actuellement en projet chez les Européens. On a une autre mission assez ambitieuse de retour d'échantillons qui est actuellement au stade de discussion. C'est la mission Héraclès. C'est une mission qui sera faite en collaboration avec les agences canadiennes et japonaises. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Max ? Alors tout à fait, mais comme tu viens de le dire, Héraclès, c'est une mission qui pour le moment est dans une phase d'étude préliminaire. Donc elle pourrait prendre beaucoup de formes, dont celle d'un retour d'échantillon. Jean nous en dira un petit peu plus tout à l'heure sur les autres formes qu'elle pourrait aussi prendre. Mais le cas d'un retour d'échantillon serait très intéressant parce que pour faire un retour d'échantillon, il faut plus ou moins mettre en œuvre toutes les phases de vol nécessaires à un vol habité. C'est-à-dire il faut aller sur la Lune, mais il faut aussi en revenir. Et donc, Héraclès comme mission de retour d'échantillon, excusez-moi, ce serait une mission qui décollerait sur une fusée Ariane 6, qui volerait jusqu'à la Lune par ses propres ailes, qui viendrait se poser, collecter une quinzaine de kilogrammes d'échantillons, qui remonterait, qui irait se docker à la station LOPG, la station que les Américains ont l'ambition de construire, avant d'être récupéré par un équipage humain à bord d'un vaisseau Orion. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça met en avant vraiment une collaboration. C'est une mission qui prend place au sein d'un écosystème qui existe, qui est construit par d'autres nations. Et la collaboration, quand on fait du spatial, c'est un sujet très important parce que c'est souvent dur quand on fait des choses aussi ambitieuses de tout faire par soi-même. Et Jean va nous en dire un petit peu plus. Oui, alors la mission Héraclès, dans le scénario que tu viens de décrire, c'était l'étude lorsqu'on envisageait d'aller sur la Lune, enfin côté américain en tout cas, en 2028. Mais si des hommes vont sur la Lune en 2024, lorsqu'ils vont revenir, ils vont ramener quelques échantillons avec eux. Donc ça deviendrait une mission robotique qui apparaîtrait un peu décalée dans le temps et peut-être qui aurait une valeur ajoutée bien moindre. Encore qu'on puisse ramener des échantillons d'autres endroits sur la Lune.
Néanmoins, donc l'idée actuellement, les agences spatiales et les agences qui veulent collaborer, à savoir donc l'agence spatiale européenne sur cette mission, qui en a un peu mis l'idée, mais qui veut collaborer avec l'agence japonaise, la JAXA, et qui veut collaborer avec l'agence canadienne, la CSA. Se sont réassis autour de la table. Les Américains d'ailleurs se sont joints autour, et on va essayer de retrouver une perspective d'utilisation de cette mission, peut-être beaucoup plus coordonnée avec le vol humain et les activités humaines. Donc c'est ça l'idée. Dans ce cadre-là, la mission Héraclès, elle peut avoir plusieurs objectifs. Donc garder cet objectif de retour d'échantillons, il est toujours présent, mais d'autres idées peuvent être aussi de développer un rover qui pourrait aller explorer certains endroits, et également une autre idée est de servir de fonction un peu logistique, puisque lorsqu'on va commencer à vouloir aller de manière plus permanente sur la Lune, il va falloir avoir un peu des cargos, des camions, on voit vraiment le véhicule qui vient apporter de la marchandise, de la logistique, de la nourriture, des compléments nécessaires à une vie durable. Très bien, j'en profite, une petite question qui n'est pas dans le script. Quand est-ce qu'on va avoir des communications sur Héraclès? Quand est-ce qu'on va savoir quelle forme va prendre la mission? Alors aujourd'hui, globalement, ce qui est en réflexion, c'est quel niveau d'études, je dirais, d'avant-projet on va décider à la prochaine conférence ministérielle qui va avoir lieu à la fin de l'année, avec combien les États européens vont décider de mettre d'argent pour faire cette étude précisément, sachant qu'il y a des discussions internationales dans ce cadre-là. Et ça va nous permettre d'étudier un peu ces différents scénarios, peut-être dont je parlais, un peu plus précisément. Et en fonction de ça, éventuellement 3 ans plus tard, on pourra peut-être prendre la décision de conduire de ces projets. Mais c'est encore des choses qui vont dépendre un petit peu de nos possibilités européennes de financement et des possibilités, évidemment, des pays qui veulent collaborer avec nous. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs Lisoire et monsieur Blouvac. C'était vos dernières interventions, messieurs Lisoire. Bien joué. Bravo, félicitations. Nous allons donc enchaîner avec une sorte de conclusion sur le rôle de la France dans cette course à la Lune. Alors, avant de continuer avec monsieur Blouvac et moi-même, nous allons regarder une petite vidéo de monsieur Francis Rocard, encore lui, qui va donc nous parler de la France, de ses atouts et aussi des retours des missions Apollo dans votre quotidien et au niveau scientifique. On regarde ça tout de suite. Et Michel, bien sûr, se joint à nous. Michel Viseau. Le programme Apollo était presque 100% américain. Néanmoins, les scientifiques français se sont beaucoup investis dans l'analyse des échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo. Aujourd'hui, on peut dire que les géochimistes français sont la deuxième communauté en termes de savoir-faire, de maîtrise, de techniques d'analyse extrêmement sophistiquées. Alors effectivement, la première expérience de planétologie française est un rétroréflecteur qui a été fabriqué par l'industrie française et posé sur la Lune. Ce n'était pas dans le cadre des missions Apollo, c'était dans le cadre des lunarods soviétiques. Ensuite, la France a pu participer aux suites du programme, des suites du programme d'Apollo, notamment avec la mission Clémentine, qui a servi à faire des images de la Lune quelques années plus tard. Merci encore une fois Francis Rocard d'avoir participé donc à cette émission de loin du passé. Nous allons maintenant rester donc avec monsieur Blouvac et monsieur Viseau donc du CNES pour conclure sur cette partie française, sur ses apports. Alors au final, s'il fallait vraiment résumer, quel est vraiment le rôle de la France dans toutes ces missions internationales? La France fait la promotion un petit peu d'une collaboration internationale dans toutes ces missions, puisque c'est quand même des missions, on a entendu tout à l'heure les ordres de grandeur financiers qu'elles représentent. On a tout intérêt à essayer de pouvoir partager ses coûts et que chacun puisse participer globalement à cette aventure. Donc ça, c'est la première idée. Et la France a peut-être un rôle un peu particulier, puisqu'elle a, nous, des accords
avec énormément de pays dans le monde, dont les principaux, et de futurs nouveaux arrivants. Donc ça, c'est la première idée. Ensuite, on a évidemment des apports scientifiques, des apports techniques et technologiques. Et donc, on a vu que l'on participait avec les Chinois sur les missions Chang'e 6. Francis vient de le rappeler. On a participé avant à la station chinoise avec les instruments médicaux. Et on va continuer dans cet axe-là. On aura peut-être un astronaute français qui participera peut-être un petit peu plus tard. Côté américain, la France est à l'origine un petit peu des études d'ingénierie sur le service module dans la droite ligne d'anciens véhicules comme l'ATV, des choses comme ceci. Donc on est présent aujourd'hui dans le véhicule Orion qui va nous permettre d'amener des astronautes sur la Lune. Et puis derrière, donc, on va chercher à continuer à développer un petit peu ces activités en trouvant des rôles qui sont un petit peu à définir dans ce contexte qui est encore très nouveau et très évolutif. Alors, avec la Station spatiale internationale et depuis le temps qu'on fait des expériences dans l'espace, on a acquis une expertise. Aussi bien une expertise dans les opérations, par exemple, avec le CADMOS, qui est installé au CNES, qui fait des opérations spatiales sur la station spatiale et sur les vols habités, que par exemple dans le suivi médical avec la clinique spatiale, qui est l'hôpital Purpan, géré par le MEDES, le Centre de médecine et de physiologie spatiale, dans lequel on peut apporter une expertise aussi bien pour le suivi des astronautes que pour leur préparation, ou bien que pour simuler et pour comprendre les effets des séjours assez longs dans l'espace. Donc, on a des connaissances. Donc ça, ce sont des choses, je dirais, qu'on peut envisager. Maintenant, si on regarde plus loin, et que on a une activité de type, je dirais, infrastructure sur la Lune, au niveau de l'Europe, là aussi, on a des atouts. On a des entreprises de génie civil, on a des entreprises de télécommunications. On sait construire, on sait faire des choses ambitieuses et grandes. Et puis, si les astronautes sont là pendant longtemps, on sait aussi faire la cuisine. Et donc on pourra aussi, comme on le fait pour la station spatiale, leur donner de bons petits plats à manger de temps en temps. S'il y avait une seule chose à vraiment retenir qu'on n'aurait pas abordé à propos du spatial français, vis-à-vis de la Lune, mais vis-à-vis aussi de tout ce que ça nous apporte à nous, Français, qu'est-ce que ce serait ? Je crois qu'il y a quelque chose de très important sur lequel on n'a peut-être pas très insisté aujourd'hui, c'est en effet la dimension un peu d'inspiration que peuvent avoir ces activités et la dimension un peu de rêve qu'elles peuvent apporter, avec une idée principale, ce sont quand même des choses qui nécessitent un peu d'investissement intellectuel, un peu d'investissement, c'est des choses relativement compliquées. Donc on espère que tout ceci va attirer des carrières et va donner la motivation à de jeunes gens pour se mettre dans ce métier, continuer et développer toutes les technologies nécessaires qui vont nous permettre d'aller toujours plus loin, parce qu'on a parlé de la Lune aujourd'hui, mais derrière il y a probablement Mars, et là ça va être une autre étape quand même. La Lune, la station spatiale, on est à quelques heures de la Terre, la Lune c'est quelques jours, Mars ça sera quelques années. Et donc ça va être vraiment des technologies plus développées, de l'autonomie beaucoup plus grande. Je pense que ça devrait inspirer beaucoup de monde pour essayer d'embrasser et de réaliser ces défis. Michel, un dernier mot ? Alors nous avons, je ne peux pas me cacher, je m'occupe de science, donc nous avons une communauté scientifique importante en France et en Europe. Actuellement, on essaie de participer aux grandes aventures. L'année prochaine, 2 missions, une européenne, une américaine, vont être lancées vers Mars. Et sur ces 2 missions, il y a des instruments et des contributions françaises significatives. Enfin, on est en train de préparer le retour d'échantillons martiens. Alors, c'est l'air de rien, on va ramener 300 grammes de cailloux, pas n'importe lesquels quand même. Et notamment, ce qui se fait à l'IRAP à Toulouse, là en ce moment, Supercam va servir à les sélectionner. Eh bien, avec tout ça, on va faire des choix, on va participer à cette affaire-là, on va participer à ce retour d'échantillons martiens. Et bien entendu, en 2031, si tout se passe bien, que tout va bien, qu'on n'a pas pris de retard, etc., peut-être 2035, on va récupérer ces échantillons et on est en train de préparer ce retour d'échantillons pour avoir ici, en Europe, un centre de réception des échantillons martiens. Les États-Unis ne sont pas tout à fait d'accord, ils préfèrent garder tout chez eux. Mais on est en train de discuter pour ça. Donc, nous sommes dans l'exploration, et la dernière chose que je veux dire, c'est que la Lune est une étape, Mars est un objectif,
et on va être présent dans les deux. Bien écoutez, merci beaucoup Jean Blouvac, merci beaucoup Michel Viseau, merci beaucoup également à Sébastien Rouquette et Jojol qui étaient avec nous tout à l'heure, les experts du CNES qui eux nous ont fait l'honneur de venir ici alors que c'est pas leur travail primordial de partager la science. D'abord ils la font, mais ensuite ils prennent aussi de leur temps et de leur énergie pour venir ici et la partager avec nous, et ça c'est beau. Je pense que ça mérite des applaudissements pour eux. Et moi, je vais remercier les youtubeurs qui ont été là aujourd'hui pour nous aider dans cette émission. Nous avons d'abord Jojol, nous avons Alice de la chaîne Alice au Pays des Étoiles, Isabelle de Rêve d'Espace, Stardust, Vincent de la chaîne Stardust. Là-bas, nous avons l'équipe d'AstronoGeek. Donc merci à tous. Et j'ai pour tâche aussi de vous annoncer que maintenant nous allons faire une petite séance de questions-réponses. Donc Sébastien, si tu peux revenir, parce que tu es aussi concerné, et on va essayer d'occuper un petit peu l'espace, parce que ça va se passer ici. Ça devait se passer dans une salle derrière, mais en fait on va faire ça. Et Arnaud, Hugo, l'histoire, excuse-moi, mais tu as oublié de remercier aussi le TubeCon et le CNES qui ont mis en place ce dispositif. Et grâce à eux, on est ici à Toulouse, dans la plus belle ville de la capitale européenne de l'espace et de l'aérospatial, enfin de l'aéro aussi, pour partager tout ça. Et donc merci aussi au TubeCon et au CNES d'avoir organisé ce live et cette table ronde. Oui, alors pour ma défense, moi on m'a dit tu remercies les youtubeurs dans le script. Mais donc oui, ça veut dire qu'on peut quand même applaudir le TubeCon et le CNES, s'il vous plaît. Bien sûr. Et pour ceux qui sont sur Internet, on vous dit à très bientôt sur nos chaînes respectives. À très bientôt sur la chaîne du CNES également, puisque les vidéos que vous avez vues sont également partagées sur les réseaux sociaux du CNES. Le CNES qui, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, est l'agence spatiale française avec qui on a eu la joie aujourd'hui de collaborer. C'est toujours un plaisir avec vous, que ce soit pour un atterrissage sur Mars ou dans le cadre d'une convention. Merci à vous. Je suggère qu'on exploite un peu l'espace, on peut peut-être ramener les chaises maintenant, récupérer un peu les trucs et tout ça. Ouais, bien. Allons-y. Je vais chercher une chaise.